Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Apporter toute la transparence à la table de capitalisation, l'engagement d'Equify. Alexandre Léger-Catarini, CEO et cofondateur d'Equify à Paris. La table de capi est très souvent ce fichier Excel qui n'est rarement mis à jour et que la première chose qu'on est amené à faire quand on intervient sur une opération, c'est s'assurer que qu'est-ce qui a été intervenu depuis la dernière mise à jour de la table de capi. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant pas mal d'années en tant qu'avocat et c'est notamment ça qui a donné lieu à Equify. Pour un avocat fiscaliste, ce n'est pas une mince affaire, cette histoire de cap table. Nous étudions avec Alexandre les différents cas de figure auxquels sont confrontés les startups, scale-up, PME ou encore les grands groupes en ce qui concerne la visualisation de leur actionnariat. Ce dernier nous apporte un éclairage particulier sur les événements de la vie des entreprises qui affectent cette fameuse table de capitalisation. Les tours de financement, l'actionnariat salarié, les fusions, scissions, cessions, mais aussi la transmission patrimoniale. Bref, vous comprendrez que sa gestion est un problème récurrent et que c'est très souvent géré, sans surprise, à la mano sur Excel. Alexandre nous explique les risques fiscaux d'une cap table non rationalisée et la manière dont Equify déploie ses solutions pour résoudre ce véritable pain point auprès de clients comme AB Testy, Evaneos ou encore Doctolib. Nous apprenons comment, parti d'un side project, ce dernier en est venu à travailler avec eFounders pour créer et développer Equify et nous comprenons comment les clients sont onboardés, notamment au travers du cas d'usage Luco. Pour clôturer cette discussion, nous abordons les avantages et inconvénients de la détention de registres grâce à la blockchain. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Alex. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce magnifique hall, ce café même, son café chez WeWork. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ravi de t'accueillir. Alors, je vais quand même faire une confidence à nos auditeurs. La première fois qu'on s'est parlé, tu étais quand même en train de faire un petit footing dans un bois. Donc, on a préparé cet épisode pendant un entraînement de running d'Alex, qui est fan comme moi de trail running. C'est qu'on partage ça. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, malheureusement, même si j'aurais bien aimé qu'on en parle. Le sujet aujourd'hui, c'est de parler de cap table et particulièrement d'Equify. Est-ce que tu pourrais, en guise d'intro, nous expliquer qui tu es, quel a été ton parcours et ce qui t'a mené à créer Equify ? Avec plaisir, Solène. Alors, je suis un ex-avocat converti entrepreneur après un peu plus de 14 ans en tant qu'avocat fiscaliste, où j'ai exercé dans un milieu dans lequel il y avait un vrai pain très récurrent qui était la gestion de l'actionnariat de nos sociétés clientes. À chaque fois, tous les process étaient ultra manuels. On perdait énormément de temps à comprendre où était la vérité de l'actionnariat, la table de capi à jour et autres. Et c'est dans le cadre de cet exercice qu'est venue l'idée de monter une solution qui te rationalise tout ça de façon simple et rapide. Donc c'est à peu près ça qui est devenu aujourd'hui Equify. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir céder ma clientèle, me reconvertir en entrepreneur, découvrir un startup studio qui m'a permis d'accélérer dans la création de mon équipe et du produit. Et voilà. Ça, c'était en quelle année ? Alors ça, on est en mi-2017. Je rencontre eFounders. Oui. Et il me permet de rencontrer mon CTO et fondateur Nico et de me mettre sur la carte de tous les VC qui suivent bien la production d'eFounders. Et on peut lancer le produit début 2018. Excellent. Et vous êtes combien quand vous lancez le produit ? On était une petite équipe de 5 personnes. Excellent. Alors, comme je le disais en intro, on va parler de cap table. Je pense que ceux qui sont dans le milieu des startups connaissent bien. Après, dans les auditeurs, on n'a pas que des personnes qui sont dans ce milieu-là. Donc, je pense que ce serait intéressant de revenir sur les différences fondamentales d'actionnariat. Si on compare donc les startups, une PME plus traditionnelle, comme par exemple, je sais pas, une chaîne de restaurants, et puis les sociétés cotées. Est-ce que tu pourrais nous faire un aperçu de l'actionnariat pour ces différentes typologies de sociétés ? Alors, la table de capi, pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas le charmant terme de table de capitalisation, est une représentation de la propriété, de comment celle-ci se répartit entre les différents actionnaires dans une société.
Dans les startups, historiquement, en fait, la table de capier va pas mal évoluer au fil de l'évolution de la société, justement, au fil de ses tours de financement, de ces différentes opérations qu'elle peut réaliser. Au départ, il y a des entrepreneurs qui vont mettre du capital ensemble et se partager ce capital, donc les titres représentatifs de ce capital entre eux. Après, ils vont faire un premier tour de financement. Donc, des investisseurs vont mettre de l'argent en contrepartie d'une participation au capital. Et éventuellement, les entrepreneurs vont décider d'intéresser leurs salariés au succès de l'entreprise en leur donnant un dispositif d'action à salariés, que ce soit des BSPCE, des actions gratuites. C'est quoi BSPCE ? Alors c'est un petit acronyme charmant pour bon de souscripteurs de parts de créateurs d'entreprises, qui est essentiellement des stock options, donc un droit propre au titulaire, lui permettant d'acheter à un prix déterminé, ou déterminable dans certains cas, dans une fenêtre de temps et sous certaines conditions, essentiellement de présence dans l'entreprise. L'idée étant qu'on veut inciter le salarié à s'inscrire dans la durée et pour ce faire, on va créer un alignement naturel d'intérêt. C'est-à-dire qu'il va avoir un intérêt à ce que la valeur de l'action va croître grâce à son implication dans l'entreprise. Si son prix sera fixé dès le départ, si généralement le prix est fixé au jour de son attribution de son option, on va dire que l'action vaut 100 le jour de son attribution, et si la société croît, et qu'elle fait x4, x10, x200, son action, pareil. Et par contre, donc il pourra l'acheter une fois que l'action vaudra 200, mais toujours au prix auquel le prix de l'action auquel il avait été l'option avait été attribuée. J'y arrive. Et donc là, ça lui permettra de réaliser une plus-value. Donc on revient sur la table de capitalisation de notre startup. Premier tour de financement, première entrée au capital. De fonds d'investissement. Deuxième tour de financement, il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent. Donc la table de capital devient de plus en plus granulaire avec de plus en plus d'acteurs. On a les opérations de secondaire, certains acteurs sortent et vendent leur part à des nouveaux acteurs. Et ainsi, on a une table de capitalisation qui peut être avec parfois plus de 500, 600, 700 000 personnes qui ont chacun des parts dans la société. Bien sûr, à différentes proportions, mais avec parfois des entités personnes physiques, des entités personnes morales. Les fonds d'investissement investissent souvent à travers des véhicules, voire plusieurs, des business angels à travers des holdings. Donc on a toute une complexité de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs derrière chaque ligne de la table de capitalisation. Et il y a aujourd'hui une véritable complexité qui historiquement était encore gérée de façon très très manuelle. Et il y a beaucoup de gens dans les fonds d'investissement qui se prenaient pas mal la tête à essayer de savoir qui est avec quoi au capital et surtout qui avait quoi demain dans l'hypothèse où tous les dispositifs donnant accès au capital, que ce soit les obligations convertibles, les dispositifs d'action à salariés, justement se convertissent en actions et à un moment on arrive à faire les comptes et savoir qui doit avoir quoi en cas de vente de la société. Donc ça c'est pour les startups où donc il y a en effet une tendance à avoir rapidement une très grosse complexité de la table de capitalisation du fait de ces tours de financement et des dispositifs d'action à salariés. Dans les PME, alors c'est difficile de parler de la fameuse PME traditionnelle. En fait, il y a toujours un petit peu une complexité parce qu'il y a toujours des historiques. Alors, il y a la société qui a été créée par Monsieur A et qui a gardé toute sa vie 100% du capital, donc forcément, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais heureusement, la vie des affaires, c'est quand même beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de développement. Et donc, dans beaucoup de sociétés, il y a des historiques de transactions, des fusions, des scissions. Et on se retrouve ainsi avec une évolution du capital finalement plus complexe, assez rapidement plus complexe qu'on pourrait légitimement s'attendre au départ. Il y a même des schémas de transmission patrimoniale où on va céder la propriété des titres entre des petits-enfants, des enfants. Donc on peut très rapidement arriver dans une grande complexité, même si, comme ça, de prime abord, on s'attendrait plutôt à avoir une table de capitalisation assez simple. Tout à fait. Et enfin, à l'autre bout du spectre, on a les sociétés cotées, donc les sociétés têtes de pont, généralement de grands groupes, ont leurs titres cotés en bourse. Donc eux, leurs titres font l'objet de transactions sur les places de marché. Donc ces pauvres-là ne savent même pas qui sont leurs titulaires, parce qu'ils ont une grande partie de leurs titres qui sont des titres négociés, non nominatifs. Et donc parfois, il leur faut plus de 30 jours pour savoir qui avait quoi au capital. Ça va entre 30 et 45 jours. Par contre, en dessous, toutes les sociétés détenues par ces grands groupes, eux, sont détenues généralement par la société tête de pont. Par exemple, on a EDF, qui doit avoir, peut-être 300, 400 entités en France. Suez, je crois, on a 1600. Et ces entités-là, pour le coup, elles ont plutôt des schémas de détention assez simples. Elles sont généralement détenues à une ou deux sociétés à travers le groupe, c'est des intercos. Mais néanmoins, pareil, vie des affaires, on a des joint ventures, des projets mis en commun où plusieurs partenaires vont créer une société dans laquelle chacun va investir, et avec des opérations de cession, de transfert et autres. Et donc on arrive assez rapidement, malgré tout, à de la complexité.
Et peut-être un cas autre que les startups et les PME traditionnelles, c'est plus dans tout ce qui est private equity, qui se rassemble un peu du monde des startups, parce que interviennent des investisseurs. Par contre, à la différence des startups, les investisseurs ont plutôt tendance à prendre des participations majoritaires, mais à mettre en place également des management packages assez importants, où on va intéresser différentes strates du management de l'entreprise. Donc on se retrouve avec des tas de capis, avec certes un investisseur majoritaire, qui est généralement le fonds à travers ces différents véhicules, mais également des managers qui peuvent représenter une proportion assez grande maintenant, également titulaires de titres lui donnant accès au capital. Donc voilà, on a une très grande diversité de tables de capi, et voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est bien plus clair maintenant dans l'esprit, je pense, de tout le monde. D'une manière générale, qui gère la table de capi ? Ça, c'est un vrai sujet. Qui a la main dessus ? Ça, c'est un vrai problème parce que c'est un de ces sujets où la responsabilité est rarement pleine et entière entre les mains d'une seule et même personne. Comme on l'aura compris, dans la table de capi, il y a d'un côté des investisseurs, donc ça généralement c'est plus CEO, CFO qui a tendance à suivre ces opérations. Il y a également tout ce qui est actionnariat salarié, où là pour le coup les RH peuvent avoir généralement la main sur le sujet. Et enfin, quand la société en dispose, un juriste qui lui a la compréhension technique de la chose. Et donc c'est un peu ces trois personnes, et à laquelle je dois rajouter également le conseil, l'avocat, qui sous-traite souvent dans des toutes petites organisations, et le seul qui a les compétences suffisantes pour comprendre la table de capi. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans l'entreprise. Et donc, il n'est pas au courant qu'il y a un salarié qui s'en va, qu'il y a un minoritaire qui a fait une opération, et pour Y raison, il n'est pas intervenu. Donc, la table de capi est très souvent ce fichier Excel qui n'est rarement mis à jour, et que la première chose qu'on est amené à faire quand on intervient sur une opération, c'est qu'est-ce qui a été intervenu depuis la dernière mise à jour de la table de capi. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant pas mal d'années en tant qu'avocat, et c'est notamment ça qui a donné lieu à Ecoufy. Ok, alors est-ce qu'il y a un risque derrière ? Dernière question pour avoir un bon aperçu, un risque éventuellement, je sais pas, réglementaire, dans les due deals, j'imagine, quand il y a des due deals qui se font, quand il y a une nouvelle levée, j'imagine que ces cap tables doivent être mises à jour. Est-ce que tu peux nous expliciter s'il y a des risques, et puis nous dire éventuellement à quel moment clé ces cap tables doivent être mises à jour ? Alors très souvent, le risque, c'est pas un risque comme en appartement où on ne sait pas si on est propriétaire ou pas, mais on s'y rapproche, c'est-à-dire la table de capi est censée refléter qui a quoi au capital. Donc quand on achète quelque chose, on veut s'assurer exactement de qu'est-ce qu'on achète, de combien de pourcentage j'achète dans ma société. Et dès qu'il y a un soupçon, lié peut-être à une action qui ne colle pas, ça met le doute dans tout le reste de la table de capi. Et c'est là où la plupart des cas, les gens n'accepteraient pas d'acheter en cas de doute. Et en cas de doute, c'est qu'on le voit dans l'économie, quand il y a un doute, il y a un standstill, les gens ne bougent pas. Donc ça crée un véritable problème pour clôturer des opérations. Et en plus, ça envoie un signal par rapport aux négociations qu'il peut y avoir sur des levées de fonds ou autres, où évidemment, il y a plein d'autres sujets avec la table de capi, mais si on n'est même pas capable de rationaliser juste combien de mètres carrés fait l'appartement, on va avoir du mal à l'acheter. Donc, c'est vraiment ça un des plus gros risques, j'allais dire, opérationnels. C'est un peu presque en termes de communication et de négociation. Après, parce que on peut toujours rattraper. Ça peut coûter très cher. Rationaliser une tête de capi qu'on n'a pas suivie pendant 2-3 ans. On a quelques clients qui sont venus chez nous. Quand ils sont venus chez nous, exactement, on a découvert qu'il y avait quelques petites incohérences entre les documents qu'ils avaient apportés et la table de capi. Il y a eu des petites surprises. Et c'est vrai que ça fait au-delà assez mauvais genre quand on commence des négociations avec des investisseurs qu'on n'est même pas capable de leur dire combien de mètres carrés fait l'appartement. Après, les risques réglementaires, il y a certains dispositifs, notamment d'actionnaires salariés, qui impliquent le respect de certains seuils. Et ces seuils, c'est vrai, par exemple le BSPCE, il ne faut pas que la société soit détenue à moins de 25% il faut qu'elle soit détenue au moins à 25% par des personnes physiques. Oui. Il y a certains régimes fiscaux qui peuvent être conditionnés à la structure des détentions, notamment par des personnes physiques, comme je le décrivais. Est-ce qu'il y a d'autres risques réglementaires qui me viendraient à l'esprit ? Là, je ne vois pas. Mais c'est essentiellement fiscal, ouais. Je vois tout à fait cette feuille Excel parce que j'ai déjà été sur ces feuilles Excel pour essayer de mon côté préparer, la remettre à jour. Donc je vois exactement à quel pain point tu fais référence. Tu es partie de ce problème-là que tu as identifié lorsque tu étais avocat. Ça a été quoi votre bêta qu'est-ce que vous avez proposé ? Votre tout premier produit ressemblait à quoi ? Ecoufy s'appelait eCapitalio à la base, et c'était un side project de mon cabinet. J'avais recruté 2 devs externes. J'étais très scolaire comme garçon. J'avais fait la lecture du bouquin d'Eric Ries, The Lean Startup. Et donc j'ai essayé d'appliquer cette logique du MVP
à la tenue de registre et à la tenue de la table de CAPI, faire en sorte que la table de CAPI ne soit plus un fichier Excel isolé, mais soit vraiment le reflet de la situation juridique. Et donc l'idée, c'était de faire un MVP qui consistait à créer un registre digitalisé à partir duquel on générait la table de CAPI. Et la chose la plus lean possible. Donc avec des interfaces, on avait utilisé Materials de Google, mais on n'a pas réinventé la roue. Et avec ça, fil en aiguille, j'ai rencontré Partech. Alors il y avait un peu d'automatisation pour le suivi des vestings. Et ils ont dit, ce truc-là pourrait être pas mal pour des boîtes de notre portefeuille. Et ils m'ont présenté des boîtes comme Sigfox, ABTST et Vaneos. Et c'est des boîtes qui aujourd'hui sont toujours clients d'Equify. Et donc le produit était vraiment très basique, mais la vision d'avoir un outil qui allait créer une source unique d'informations et qui allait connecter entre elles toutes les pièces du puzzle, et en finir avec cette logique de silo où les RH gèrent les salariés, les CFO gèrent les financiers et toute la documentation juridique c'est le légal, créer une seule source qui connecte toutes ces pièces a eu pas mal de résonance, donc cette vision, et c'est Rémi de ABTST qui m'a dit tiens, si tu veux vraiment donner de la chance à ton produit, tu devrais rencontrer Founders, ils savent faire des produits SaaS B2B et à mon avis ils ont moyen de t'accélérer. C'est comme ça que j'ai rencontré Amaury de eFounders et c'est vrai qu'avec eux ça a été assez rapide, en 10 jours on a fait un deal. Donc sur la base de ton MVP. Sur la base du MVP et d'un très gros alignement de planète, énormément de chance sur beaucoup de choses. Excellent. Donc ça, c'était en 2017. Comment le produit a évolué et est-ce que tu pourrais nous dire maintenant ce que vous proposez comme service de manière vraiment concrète? Alors, le produit a beaucoup évolué parce que grâce à eFounder, j'ai rencontré Nico, mon CTO, et on a voulu repartir ensemble d'une page blanche, tout en conservant la vision et tous les acquis, notamment toute la réflexion autour du data model et autres. Parce qu'au moins, en tant que fiscaliste, j'avais vraiment besoin d'une grosse granularité d'informations au niveau du data model, parce que je savais de quoi on avait à avoir besoin derrière pour justifier de traitements fiscaux, de calcul de plus-value avec des règles de FIFO et autres. Mais néanmoins... FIFO, c'est first in, first out. Exactement, ouais. Et donc je lui ai donné, on est reparti d'une page blanche pour qu'il ait le full ownership. Donc pareil, c'était un peu compliqué parce que j'avais déjà pas mal bossé, mais je comprenais qu'il était intéressant quand même pour lui de partir sur une page blanche, mais finalement ça a été une très bonne chose, que le produit est aujourd'hui bien plus puissant que bien évidemment que notre MVP qu'on avait fait à la base. Et donc on a créé une nouvelle version d'Equify en 6 mois, avec cette interface qui donc avait ce même côté très léché des produits un peu eFounders, on baignait avec l'équipe de designers de eFounders. Et c'est un outil qui, comme je le disais, te permet de retrouver au seul et même endroit toutes les pièces de ton puzzle actionnarial. Donc, de voir sur une seule et même interface toutes les pièces du puzzle connectées entre elles. Tu as tes opérations qui construisent ton registre, à partir duquel tu vas générer ta table de CAPI qui est connectée à tes comptes d'actionnaires, dans lequel tu vas retrouver tous les documents signés par des actionnaires qui sont eux-mêmes liés aux opérations, et ainsi de suite. Et donc ça crée un peu comme un logiciel de comptabilité. Tu vas rentrer tes charges et tes produits, ça va générer ton bilan. Mais nous, on fait la même chose avec ton actionnariat. Donc ça permet à des sociétés aujourd'hui comme Sigfox, Doctolib, d'avoir une vision ultra précise de leur table de CAPI, de tout leur historique. Ils peuvent projeter leur table de CAPI à n'importe quelle date dans le temps. Quand tu fais tes reporting au 31 décembre, pour tes CAC, autres, tu peux le faire, mais en 2 claquements de doigts. Donc déjà, c'est un game changer par rapport à ça. Et depuis, on va dire 6 mois, on offre une palette de services d'accompagnement, parce qu'on s'est rendu compte que la gestion de la table de CAPI n'était pas un exercice avec une grande récurrence dans pas mal d'organisations, et on ne trouvait pas toujours un champion, comme on dit, qui était capable d'utiliser ultra sereinement un outil comme Equify, malgré toute la simplicité de l'interface, parce qu'elle n'avait pas forcément le bagage juridique suffisant et autres. Et même certains avocats n'avaient pas forcément le temps de vouloir le faire eux-mêmes et voulaient plutôt s'organiser sur la partie conseil et n'avaient pas de paralegal en interne. Et donc on offre aujourd'hui une panel de services d'accompagnement, ou plus exactement d'exécution de secrétariat juridique, qui permet à des sociétés comme Devialet ou récemment Luco de faire des campagnes d'attribution de BSPCE en préparant avec leur conseil le design de l'opération, les documents. Ils nous donnent ces documents et nous on déploie, et ainsi on a fait... Je crois que depuis qu'on a lancé le produit, plus de 3000 attributions signées sur Equify, juste à la base de quelques templates faits par les avocats. Super, mais alors qui garde la main sur l'outil ? Alors, on a 3... Différents cas de figure, j'imagine. Exactement. En fait, c'est tout le process d'onboarding. On va identifier qui est le bon champion
pour suivre ça. Parfois, c'est un conseil externe, c'est l'avocat. On travaille avec pas mal de cabinets d'avocats aujourd'hui qui utilisent Equify dans leur relation avec leurs clients, parce que c'est des cabinets qui accompagnent leurs clients de façon régulière. Et donc, au sein de la boîte, le RH peut rentrer un départ d'un salarié, mettre à jour la table de CAPI, mais l'avocat en sera notifié, et ainsi à créer une seule, encore une fois, toujours cette même et unique source d'information. Il y a d'autres boîtes, alors il y a des CFO qui sont hyper à l'aise sur le sujet, ils sont complètement hands-on, c'est les early tech adopters, vraiment la méthode crossing the chasm. Eux, ils ont fait trop d'Excel, à mon avis. Ils sont dégoûtés. Alors c'est marrant parce qu'on a parfois des CFO qui maîtrisent tellement Excel qu'on a presque on a le sentiment qu'ils disent mais attendez, là tu m'enlèves mon savoir. Là. Donc ils veulent même pas entendre parler d'Equify, ils disent mais non, mais moi je suis très bien avec Excel et autres. Alors le problème d'Excel, c'est que c'est rarement scalable au-delà d'une personne. Donc il y a certaines organisations, bon, voilà. Mais après il y a des gens comme ça qui se rendent indispensables. Hein. Mais moi j'avoue que on a parfois confronté à des CFO qui nous disent mais moi Excel ça me suffit très bien, je te fais des matrices, des morceaux, des formules et tout ça. Mais bon, moi pour l'avoir vu, j'ai un petit côté un peu genre on se reparle dans 2 ans quand ton équipe aura grandi et on verra bien. Mais voilà, donc comme tu disais, le sujet, c'est vraiment identifier le champion. On a différents cas de figure. Et c'est là où, en fait, une des grosses complexités qu'on a pour notre go-to-market, c'était d'identifier idéalement un nombre minimum de personas, et on s'est vite rendu compte qu'il y avait une grande variété d'organisations. Ça a été un des challenges qu'on a dû tackle avec beaucoup de travail d'évangélisation, que ce soit pour les équipes sales, les équipes onboarding, et tout le knowledge qu'on doit à chaque fois transmettre à nos utilisateurs. Et ça fait toujours partie de la phase critique d'onboarding de notre produit. Si tu pouvais nous donner un aperçu des clients que vous avez, donc tu as cité quand même pas mal de start-up ou scale-up. Ouais. Vous êtes concentré sur cette clientèle-là ou vous avez également des PME, je dirais plus traditionnelles Alors aujourd'hui, Equify a été adopté par à peu près la moitié du Next 40. Et c'est vrai qu'on a ciblé dès le départ start-up scale-up parce que ça semblait assez évident. C'est des sociétés, déjà c'est des organisations qui ont une seule entité légale à gérer et qui ont une très forte densité actionnariale, pour les raisons que j'ai citées au départ, à savoir toutes ces levées de fonds et ces opérations d'actionnaires salariés. Et c'est vrai que c'est des organisations qui sont plutôt avides de solutions de productivité. Donc voilà, c'était plutôt le persona idéal pour nous. Et c'est vrai qu'on a rencontré nos premiers succès avec des gros scale-up qui ont accepté de faire confiance à un jeune produit comme le nôtre. On a recruté des boîtes qui utilisaient des solutions de BNP Paribas et qui sont venues sur Equify. Donc ça, on a été assez fiers, assez rapidement. Mais donc voilà, ça a été plutôt cette stratégie parce qu'on était founders, donc il y avait une sorte de réseau naturel à aller chercher dans les startups. Mais du fait de mon propre réseau en tant qu'avocat, on a également des clients plus private equity. Donc des organisations qui sont soutenues par des fonds de private equity qui ont mis en place des gros management packages avec plusieurs SPV pour porter les différents dispositifs. Et eux, pareil, ils ont du mal à traquer un peu les entrées et sorties, mais ça reste une minorité aujourd'hui parce que le cycle de vente est assez long. Il faut arriver au bon moment quand l'opération se fait. Généralement, LBO, c'est 5-6 ans. Donc voilà, si on n'est pas là au début, on galère un peu pour rentrer par la suite. Mais c'est dans notre vision. Donc pour répondre rapidement à ta question, clairement aujourd'hui, on est à plus de 85% de start-up scale-up. Mais on a des groupes aussi qui sont soutenus par des fonds de private equity et pour lesquels Equify a exactement la même vocation. Et peut-être encore plus facilement à terme, parce que c'est vrai que les fonds de private equity arrivent donc à être majoritaires et peuvent venir à inciter les boîtes de leur portefeuille à adopter des processus opérationnels plus performants. C'est souvent des leviers de valeur qu'ils essaient de mettre en œuvre. Et donc là, Equify pourrait être adopté plus rapidement, alors qu'aujourd'hui, on a quand même des cycles de vente assez longs parce qu'on n'est pas un business enabler, on n'est pas quelque chose qui est un must-have immédiat. Et donc on a des cycles de longs qui peuvent parfois durer jusqu'à 3 mois. Et c'est vrai que c'est assez long. Alors tu parlais de Luco que vous avez onboardé. Donc Luco a fait différentes levées. Comment on arrive avec une société qui est déjà un peu plus mûre, avec déjà une complexité actionnariale connue. Comment vous faites, vous récupérez en fait tout le passé et vous onboardez ces clients-là? Ça se passe comment? Alors pour Luco, c'était plutôt assez simple parce que c'était une boîte assez bien tenue. Margot, la CFO, avait mis les choses à peu près d'équerre. On te salue, Margot. Ouais, vraiment, c'était top de travailler avec elle là-dessus. Le cabinet avocat qui les accompagnait était pareil, je crois que c'est Auric de mémoire, avait les choses très bien. Donc pour le coup, l'onboarding, ils nous mettaient à disposition l'ensemble de leur documentation de secrétariat juridique et on a repris les documents les uns après les autres, les liés aux opérations et ça a permis de faire cet audit de cohérence
Et de mémoire, je crois que c'était plutôt propre. Hein. Donc, ça c'est le best case. Mais dans le worst case. Le worst case, c'est quand on nous donne des docs et qu'on voit qu'il y a une incohérence et que la personne nous dit en fait ça c'est une opération, la personne qui s'en occupait elle n'est plus là. Et donc souvent on est arrivé à des cas où on a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on mette ? Voilà, qu'est-ce qu'on entre comme opération, qu'est-ce qu'on met comme chiffre, il y a une incohérence entre l'ordre de mouvement et le registre, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde ? Et là c'est de l'arbitrage très pragmatique, hein. C'est où est-ce qu'est le risque, qui sera le plus gêné, et ça c'est assez gênant parce que ça remonte au CEO qui se retrouve à devoir faire des arbitrages avec peu d'éléments, et ça c'est le truc le plus gênant qui arrive malheureusement assez souvent parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a ce problème d'ownership de la table de capi et qui fait que tout le monde n'a pas, on retrouve rarement une seule personne avec toutes les cartes en main. En termes de setup, vous avez fait des intégrations particulières dont tu pourrais nous parler ? Alors on a des projets en cours, mais on n'a pas d'intégration encore, on est encore assez autonome, mais on a des projets d'intégration pour notamment pouvoir rapprocher tout ce qui est exercice d'options avec le paiement du prix, donc des intégrations bancaires. C'est la seule qui est vraiment le plus avancé. On a étudié un projet avec des notaires, notamment, pour pouvoir faciliter tout ce qui est souscription et levée de fonds. Parce que les notaires peuvent émettre des attestations de dépôt, des certificats de dépôt, ce qui est parfois un peu compliqué avec les banques traditionnelles. Donc on a un partenariat avec un notaire qui nous permet d'offrir à nos clients de directement ouvrir en 5 minutes un compte de levée de fonds, notamment. Et avec un process bien plus léger que l'exigent certaines banques, notamment quand il y a des fonds d'investissement étrangers où on a du mal à savoir qui détient quoi, quand il y a des structures de détention un peu compliquées, ça peut, des obligations de reporting pour tout ce qui est KYC, anti-money laundering, qui est assez lourd, et toutes les banques font ça encore de façon totalement manuelle, et souvent les process sont hyper longs. Et donc pour gagner du temps, on a fait ce partenariat avec cette étude notariale. Ok, parfait. Alors pour les prochaines étapes, il y avait 2 éléments que je voulais voir avec toi. C'est en termes d'évolution, si vous avez envie d'aller lever des fonds prochainement. Et puis un point, parce qu'on en a parlé rapidement avant d'enregistrer, c'était la tokenisation des actifs illiquides. Je trouve que c'est sympa de conclure cet épisode avec cet élément-là. Alors, sur la tokenisation, c'est vrai que c'est un phénomène dont on entend pas mal parler. Moi, j'avais participé au groupe de travail d'Europlace, qui avait répondu à la consultation du Trésor qui amenait à l'ordonnance qui est venue introduire dans le droit français la possibilité de tenir son registre via une solution de type blockchain. Et la tokenisation, alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, consiste à... un token, c'est quoi ? C'est un actif numérique qui est censé refléter des droits réels ou de services et qui tient... C'est une sorte d'instrument qui existe uniquement sur des registres de type blockchain. Et il y a eu certaines initiatives qui ont visé à créer des tokens qui reflétaient des droits dans des actions. Alors, à terme, je crois que au Luxembourg, tu connais ça peut-être encore mieux que moi, ils ont déjà introduit le fait que des actions peuvent être totalement tokenisées, c'est-à-dire que l'instrument de droit de propriété dans ces actions est le token, qui est donc cet actif numérique qui est inscrit dans un registre. En France, on n'en est pas encore là. On a introduit aujourd'hui, il y a maintenant 2 ans, le fait de pouvoir utiliser un dispositif... un DIP, c'est un dispositif électronique partagé, j'ai oublié le deuxième E, d'échange peut-être. Mais à ma connaissance, il n'y a eu aucune initiative concrète qui a réussi à utiliser cette possibilité, non pas pour les établissements teneurs de compte, parce qu'à la base, malheureusement, le droit a été essentiellement créé pour faciliter la vie des établissements teneurs de compte, et non pas pour les émetteurs privés. Il y a certaines initiatives de place autour de la blockchain qui, en soi, sont essentiellement marketing, parce que aujourd'hui, aucun entrepreneur qui est venu chez nous a dit, vous savez quoi, mon rêve, c'est que mon registre soit complètement automatisé, qu'un jour je me lève le matin et que je vois que ma table de capi a complètement changé. Donc, c'est avec la blockchain, nous, chez Equify, on n'est pas une solution blockchain. On n'a pas du tout adopté la blockchain aujourd'hui. Pourquoi ? Essentiellement parce que on pense que la digitalisation, ça fait depuis les années 80 que le droit des registres peut être tenu sur des supports informatiques. L'organisme de normalisation bancaire, quand ils ont établi les règles de comptabilité pour les SICOVAM ou les régimes simplifiés pour les sociétés privées, avait déjà établi la possibilité de tenir ça sur support informatique. Et ça, malgré la pratique dont la promotion a été largement faite par les greffes, qui consistait à devoir acheter
un registre paraphé auprès du greffe, un beau livre noir avec payé 80 € à peu près. Et beaucoup d'avocats d'ailleurs, encore aujourd'hui, on est obligé d'évangéliser, sont persuadés qu'on a une obligation de tenir un registre papier. Alors que ça fait déjà bientôt plus de 30 ans. Au secours. Au secours, exactement. Allô, quoi. Et donc, en soi, il y a quelques initiatives intéressantes sur la blockchain qu'on suit, mais nous, on pense que l'avantage de la blockchain à terme, c'est que ça permet d'automatiser et de garantir la fiabilité de l'information. Mmh. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, il y a un élément qui est difficilement automatisable, c'est l'humain. Aujourd'hui, il y a toujours de l'humain dans la moindre opération. Et même encore aujourd'hui dans la blockchain, alors on pourrait dire, voilà, on va payer les transactions en crypto-monnaie. Alors, c'est vrai que là, c'est un circuit fermé. On a la preuve de paiement en crypto-monnaie, donc tout peut être inscrit dans la blockchain sans intervention d'un tiers. Il se trouve qu'aujourd'hui, on paye encore pas mal pas en crypto-monnaie, mais en devises assez traditionnelles, même si encore avec le Bitcoin, là, il y a encore quelques fortunes qui se sont faites récemment, mais en tous les cas, il y a encore beaucoup d'interventions humaines, et il y en aura encore très longtemps, parce qu'il y a encore plein d'opérations dans lesquelles il y aura une variable, à savoir, par exemple, des opérations de fusion, des opérations d'apport, dans lesquelles aucun smart contract va pouvoir vous dire quelle valo de conversion. Et donc, il y aura toujours un aléa du fait de l'intervention d'un être humain. Oui. Et donc, la soi-disant promesse de la blockchain qui vise à nous dire, voilà, en fait, tout est fiable, parce qu'on ne peut rien effacer, tout est automatisable et autres. En soi, c'est pas vrai, parce qu'on va avoir plein de cas où on va avoir forcément besoin d'un input humain. Et dès lors, une fois qu'il y a une intervention humaine, on a le droit à l'erreur. Et donc, s'il y a le droit à l'erreur, toute la promesse de fiabilité, elle tombe à l'eau. Et donc, en soi, pour moi, c'est un peu prendre un marteau pour écraser une souris ou une mouche. Et en apportant finalement plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas parti dessus. Et c'est intéressant de voir qu'une boîte comme Carta aux États-Unis, qui propose aujourd'hui la plus grosse plateforme de négociation, ils ont lancé CartaX récemment, ils ne sont pas du tout partis sur blockchain. Et je pense, à bon escient. Ok, parfait. Juste pour finir, vous êtes combien maintenant ? On est 15. Vous êtes 15 ? Et est-ce que vous allez vous envisagez de faire des nouvelles levées ou pour faire grandir votre produit ? Alors là, on a fait notre précédente levée en début d'année, notre première levée d'amorçage. Donc on est toujours dans l'exécution du plan qu'on a convenu avec nos investisseurs. Donc on n'anticipe pas de levée avant la fin de l'année, même à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Après, c'est toujours aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Donc on se demande s'il n'y a pas moyen d'accélérer, mais en soi, pour l'instant, l'exécution du plan, c'est plutôt Q1 2022. Parfait, merci. Bon, Alexandre, on va se quitter. Est-ce que tu peux, en guise de conclusion, nous conseiller un bon livre à lire ou un podcast où tu parlais d'Eric Ries. Ça peut être aussi de la philo, de l'histoire. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un peu arrêté ces bouquins d'entrepreneuriat. Je suis un peu revenu à des classiques. En ce moment, je lis Premier de cordée. Que je recommande. Frise en Roche. Voilà, Frise en Roche, que je recommande vraiment à tout le monde, avec beaucoup de belles valeurs qui, aujourd'hui, dans les temps qui courent, font pas mal de bien. Merci beaucoup, Alex. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.